régime iranien n'a pas du tout intérêt à entrer en confrontation avec Israël aujourd'hui. D'abord, il n'en a pas les moyens. Son bras armé, le Hezbollah, a d'autres chats à fouetter, que ce soit au Liban ou dans sa guerre pour la survie du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Nous revenons aujourd'hui sur le face-à-face de plus en plus tendu au plan à la fois diplomatique, sécuritaire et militaire entre Israël et l'Iran. À l'heure, justement, où le nouveau président démocrate américain Joe Biden voudrait rouvrir des négociations avec Téhéran en vue de réintégrer le fameux accord de Vienne de juillet 2015 sur le nucléaire iranien qui avait été, on se le rappelle, dénoncé en mai 2018 par son prédécesseur Donald Trump. Alors pour aborder ce dossier en ligne avec nous à Jérusalem, Meir Masri, bonjour et shalom Meir. Bonjour Richard. Et Meir, après une thèse de doctorat à l'université de Paris 8 sur les relations entre Israël et les chrétiens du Liban, vous êtes donc docteur en géopolitique et maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem, avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient. Vous êtes aussi président du Middle East Pact, une ONG basée à Paris, œuvrant au rapprochement essayant d'œuvrer au rapprochement entre diplomates israéliens et des pays du Moyen-Orient. Et puis vous êtes aussi l'auteur de pas mal d'ouvrages et d'études sur les problèmes et les phénomènes marquants de cette région. Et enfin, vous intervenez assez souvent comme analyste, à la fois dans notre studio et sur plusieurs sites et médias francophones. Alors, ma première question, Meir, concernant ce sujet du face-à-face avec l'Iran, pourquoi, selon vous, ce pays accroît-il encore plus aujourd'hui ses activités terroristes, à la fois en Syrie, au Yémen, en Irak, mais aussi plus spécialement à l'encontre d'Israël, avec ses récentes tentatives d'attentats en Inde et en Afrique contre des ambassades israéliennes, et surtout avec l'attaque, qui est une sorte de première, on peut le dire, grande première, au missile, une attaque au missile, voilà 10 jours dans le détroit d'Ormuz, sur le cargo israélien Helios Rey, qui a dû d'ailleurs interrompre sa route maritime pour aller se réfugier et se faire réparer au port d'Abu Dhabi. Pourquoi cette frénésie activiste des Iraniens ? Le régime iranien est dans un bras de fer permanent, continu, contre les alliés des États-Unis dans la région, Israël en tête, mais aussi d'autres pays, l'Arabie saoudite, qui est régulièrement victime d'attaques saoudiennes via milices soutenues par l'Iran, notamment les Houthis au Yémen. Ceci étant, à l'arrivée de chaque nouvelle administration à la Maison-Blanche, les Iraniens cherchent toujours à tester la réaction américaine. Et donc, je pense que c'est ce qui explique l'intensification des frappes, ce que vous avez qualifié de frénésie iranienne durant ces dernières semaines. Et il faut dire que la réaction américaine a été très, très timide, puisqu'elle s'est limitée à des raids très modérés sur le sol syrien. Mais globalement, on voit que les Américains semblent être déterminés, tout comme les Iraniens d'ailleurs, à rester concentrés sur l'essentiel, à savoir reprendre les négociations en vue de parvenir à un accord qui ressemblerait beaucoup à ce que nous avons vu en 2015 sur le nucléaire iranien. Donc vous excluez, d'après cette première réponse, que le régime des Mollahs, malgré donc son activisme militaire, on peut dire, vous excluez que ce régime de Téhéran souhaite entrer en guerre ouverte avec Israël. C'est une hypothèse exclue pour l'instant ? Ah oui, non, mais de toute manière, le régime iranien n'a pas du tout intérêt à entrer en confrontation avec Israël aujourd'hui. D'abord, il n'en a pas les moyens. Son bras armé, le Hezbollah, a d'autres chats à fouetter, que ce soit au Liban ou dans sa guerre pour la survie du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Le Hezbollah aurait trop à perdre dans une confrontation directe avec Israël. Et puis, Israël, aujourd'hui, est beaucoup mieux préparé qu'en 2006. Et puis enfin, il y a la Russie qui est présente et qui ne laissera pas faire en aucun cas. Donc par conséquent, je pense que c'est exclu de mon point de vue que les Iraniens cherchent à entrer en confrontation avec Israël, mais ils cherchent à tester la réaction américaine, à faire de la provocation et à montrer qu'ils sont capables de résister. Il faut savoir aussi que il ne faut pas oublier qu'ils ont reçu des coups durs de la part d'Israël et des États-Unis, l'élimination de Qassem Soleimani, l'élimination du père de la bombe du programme nucléaire iranien, Mohsen Zadeh, à Téhéran, de façon d'ailleurs assez spectaculaire.
et puis un certain nombre de frappes également et chirurgicales qui ont visé le programme nucléaire en profondeur. Et par conséquent, les Iraniens sont, de leur point de vue, obligés d'avoir des réactions ne serait-ce que symboliques. Mais globalement, je pense que nous sommes très très loin de la configuration qui était celle de 2006. Le régime iranien n'a pas du tout intérêt à provoquer l'escalade, bien au contraire. Alors, dans cette situation justement mitigée à la fois d'attentisme et d'activisme, en quoi, selon vous, l'arrivée du président démocrate Joe Biden dans le bureau ovale de la Maison-Blanche favoriserait finalement plutôt l'Iran en le mettant justement en position avantageuse au plan diplomatique, c'est-à-dire on va renégocier l'ensemble des choses et ce n'est plus le dialogue de sourds comme avec Trump. Est-ce que c'est quand même un avantage pour l'Iran ? Bien sûr. D'abord parce que Joe Biden était vice-président des États-Unis sous Obama, sous l'administration Obama, l'administration qui a négocié avec les Iraniens, qui a signé avec les Iraniens l'accord de Vienne de 2015. Joe Biden a nommé une équipe de négociation avec l'Iran qui est composée presque de façon exclusive, exclusive de gens qui faisaient partie de l'équipe de négociation en 2015, 2013 à 2015. D'Obama, donc, oui. Et par conséquent, les Iraniens ont de bonnes raisons de penser qu'il n'y aura pas tellement de changements, que Joe Biden, à juste titre, s'inscrit dans la continuité de l'ère Obama. À ça, j'ajoute l'initiative de Biden qui a invité les Iraniens à revenir à la table des négociations avec évidemment des promesses électorales. D'ailleurs, tout au long de sa campagne contre Trump, il n'a cessé de critiquer la sortie de Trump de l'accord de Vienne et son intention de parvenir à un accord semblable avec les Iraniens. Et puis enfin, il y a la prise de distance de Joe Biden du gouvernement Netanyahou et surtout de l'Arabie Saoudite. Il y a des actes, des cadeaux qui ont été offerts à l'Iran, la levée des Houthis de la liste des organisations terroristes au lendemain même de l'entrée en fonction de Joe Biden. D'ailleurs, les Houthis vont remercier les Américains en lançant sur l'Arabie Saoudite le lendemain même des missiles, pour montrer clairement qu'ils n'ont rien à faire de cette levée de l'organisation de la liste noire des États-Unis, la liste des organisations terroristes. Il y a également la transaction d'armes qui devrait être livrée par les États-Unis à l'Arabie Saoudite, qui a été gelée par Joe Biden. Et puis enfin, l'arrêt du soutien logistique américain à l'effort de guerre saoudien au Yémen. Donc ce sont là des actes de prise de distance extrêmement clairs, sans parler bien entendu de l'affaire Khashoggi et des déclarations de Biden allant dans le sens d'une volonté de régenter c'est ça. Une commission d'enquête sur cette affaire internationale. Et donc tout cela, bien entendu, toute prise de distance des ennemis du régime iranien sont en réalité des signes de rapprochement avec Téhéran. Et cela est vu d'un très bon œil. Oui, alors, vous avez raison, mais il y a tout de même au moins 2-3 choses qui sembleraient constituer quand même, si ce n'est un mur infranchissable, tout du moins une position moins molle que celle que vous décrivez. C'est que d'une part, à part le raid, il y a eu des raids sur la Syrie, des raids israélo-américains sur la Syrie, il y a eu aussi des raids américains sur l'est de l'Irak, près de la frontière iranienne, une semaine avant. Et puis aussi, il y a eu, d'une certaine manière, le refus de Biden de vouloir, enfin le refus jusqu'à maintenant, ça peut changer aussi, de vouloir lever les sanctions imposées par Trump avant comme concession préalable exigée par Téhéran. Donc bon, effectivement, il semblerait que Biden a abaissé la garde et rassure Téhéran, mais d'une certaine manière, il lui resterait quelques atouts, selon vous encore, ou ça va être la déculottade complète vis-à-vis de Téhéran ? S'agissant de la frappe du nord de l'Irak, l'administration Biden, en Syrie, l'administration Biden a particulièrement soigné sa communication sur cette opération militaire.
sa justification a été défensive. Il faut savoir que les Américains ont quand même perdu des soldats qui ont été tués par des frappes de miliciens pro-iraniens, donc ils étaient dans l'obligation d'agir, mais plusieurs options ont été proposées au président Biden. Il a choisi celle qui était la moins sévère. La plus légère, oui. La plus légère. D'accord. Et donc cela également a été apprécié par les Iraniens. Ils savaient très bien qu'il allait y avoir une réaction. Cela a été tout à fait inévitable. Mais quelle a été sa réaction? L'appel des Iraniens de revenir à la table de négociation, qui est pour l'instant rejeté par les Iraniens, qui eux, préconisent un retour simplement à l'accord de Vienne de 2015, même si cet accord était valable pour 10 ans et que donc de toutes les manières, il aurait été temps de le renégocier, même s'il avait été, même si les États-Unis y étaient restés. Donc de toutes les manières, je pense que les négociations ont commencé et que cette surenchère prouve justement que les deux parties, Washington et Téhéran, sont en pleine négociation. La question est de savoir, est-ce que dans ces négociations, les États victimes d'ingérences et de menaces iraniennes dans la région vont être pris en compte? Est-ce que les intérêts israéliens et les intérêts des pays arabes partenaires d'Israël dans la région vont être pris en compte cette fois-ci, contrairement à ce qui a été le cas en 2015, malgré les promesses incessantes de l'administration Obama à la dernière minute? Les propositions qui avaient été faites par Israël ont été complètement ignorées. Je pense qu'Israël aujourd'hui a une position qui est extrêmement claire en la matière. Israël affirme d'une manière très claire, d'une seule voix aussi, c'est très important et très important de souligner qu'aujourd'hui il y a une unanimité en Israël. Sur le dossier iranien, tout à fait. Le dossier iranien, contrairement à ce qui était le cas en 2015. Sur 2015, l'opposition en Israël, dirigée par Yitzhak Herzog, était favorable à l'accord. Herzog, en 2015, considérait que c'était un bon accord, Absolument. que c'était un moindre mal. Et 5 ans plus tard, ça veut dire l'année dernière, M. Herzog s'est rétracté et a dit que finalement, il s'était trompé, que c'était un mauvais accord. La situation aujourd'hui est tout à fait différente. Il y a même des pays arabes, les Égyptiens par exemple en 2015, étaient également favorables à l'accord. Ils disaient que bon, laissons sa chance à Obama. Et aujourd'hui, il y a une unanimité au Moyen-Orient parmi les pays victimes. D'ailleurs, je ne parle pas du régime d'Assad et des milices terroristes. Inféodé à l'Iran en quelque sorte. À l'Iran. D'accord. Mais l'ensemble des États souverains considèrent que d'abord, d'une part, le régime iranien cherche à obtenir la bombe atomique, c'est un fait. Même les Russes et les Chinois, aujourd'hui, il y a une unanimité internationale sur ce sujet. Et puis, deuxièmement, on est tous d'accord sur le fait que l'accord de 2015 ne suffisait pas et qu'il faut qu'il y ait davantage de garanties quant à l'application de l'accord. Ça veut dire que l'accord sur le nucléaire iranien empêche véritablement le régime iranien d'obtenir la bombe et non pas en lui permettant de gagner du temps pour devenir un État du seuil. Et puis, deuxièmement, que soit pris en considération la question des ingérences iraniennes dans les affaires des pays voisins, notamment l'appui au terrorisme, le soutien apporté au terrorisme, et puis la question de l'implantation de missiles balistiques qui sont une menace non moins importante. Absolument. Que on a vu pays du Moyen-Orient. Tout ça doit être pris en compte parce que même si vous signez avec les Iraniens un accord qui les empêche d'obtenir la bombe, ce qui n'est pas évident compte tenu de l'accord de 2015, qui n'a pas été respecté par les Iraniens. Mais même si vous arrivez à cela, moyennant une levée des sanctions, mais la levée des sanctions va permettre aux Iraniens d'acquérir des capacités encore plus importantes pour davantage d'ingérence, d'interventionnisme au Moyen-Orient et pour continuer à soutenir le terrorisme et à s'implanter en Syrie, au Liban, en Irak et au Yémen. Alors, je vous posais la question. Inacceptable pour l'ensemble des États de la région. Je vous posais tout à l'heure la question peut-être un peu de manière dramatique sur est-ce qu'on va vers un affrontement, parce qu'il y a quand même, sur la question nucléaire, toutes les agences de renseignement occidentales, dont la CIA et le Mossad, estiment que les Iraniens sont sans doute très proches de pouvoir fabriquer d'ici quelques mois, sans doute, plusieurs bombes atomiques. Ils ont assez d'uranium enrichi. Mais alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui changerait? Pourquoi finalement cette levée de bouclier? Puisque même la France s'est déclarée contre la dissémination nucléaire et a même proposé que de nouveaux États soient associés à la renégociation de l'accord. Ils ne pensaient pas à Israël, mais ils pensaient à l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui changerait en fait au Moyen-Orient si les Iraniens franchissaient du jour au lendemain le seuil nucléaire en annonçant tout de go, et c'est quand même de l'ordre du possible, qu'ils ont fait un essai nucléaire et qu'ils sont rentrés dans le club nucléaire? Est-ce que ça changerait beaucoup de choses au Moyen-Orient?
C'est comme si vous me disiez, qu'est-ce qui changerait si Hitler avait la bombe nucléaire? Bien entendu, toute proportion gardée. Je ne fais là aucune comparaison entre les deux régimes. Mais ça fait quand même une sacrée différence, puisque un Iran nucléaire, ça veut dire un régime iranien sanctuarisé et intouchable, et ça veut dire un interventionnisme beaucoup plus puissant et qui agirait donc en toute impunité dans sa mission suprême, qui consiste, selon l'idéologie du régime iranien, à redessiner le Moyen-Orient. Ce serait une menace insupportable pour le Moyen-Orient, mais pour le monde. Ce serait une menace pour l'ensemble de la communauté internationale. Le régime iranien est extrêmement menaçant sans armes nucléaires. Avec armes nucléaires, il le serait évidemment d'une manière infiniment plus importante. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour l'empêcher. Et je pense qu'il ne suffit pas de compter sur la bienveillance de l'administration américaine, parce que tout d'abord, Israël est un État souverain, indépendant, et qu'il doit aussi compter sur lui-même. Et puis deuxièmement, parce que nous avons vu combien les Américains se sont engagés à ce que la Corée du Nord n'ait pas de capacité nucléaire et à tout faire auprès du Japon, auprès de la Corée du Sud, pour empêcher les Nord-Coréens d'obtenir la bombe. Et aujourd'hui, vous voyez où est-ce qu'on en est. Absolument. Donc, je pense que ce sont des risques qui ne peuvent pas être pris et qu'Israël fait d'ailleurs des efforts extrêmement importants dans ce sens pour retarder l'avancement dans le programme nucléaire iranien. De mon point de vue, cette contribution israélienne devrait être perçue comme une assistance aux négociateurs américains et non pas comme des actes qui seraient là pour entraver la négociation. Alors justement, je pense que Israël n'est pas contre le fait qu'il y ait un accord avec les Iraniens. Oui, le régime iranien est un régime voyou qui appelle à notre destruction nuit et jour, mais soit Israël est capable de faire face à l'ingérence iranienne dans la région, à faire face à l'implantation de missiles iraniens en Syrie et au Liban, et à endiguer la menace iranienne dans la région. Mais, si les Américains veulent s'engager dans la signature d'un accord avec les Iraniens qui empêcherait véritablement le régime iranien d'obtenir la bombe, qu'il soit ainsi. Seulement, nous voulons nous assurer que c'est de cela qu'il s'agit. Absolument. Mais de manière plus conjoncturelle, les États-Unis ont publié, voilà quelques jours, pendant le dernier week-end, un mémorandum intitulé International Security Guidelines, les lignes de la position américaine, avertissant ses propres alliés au Moyen-Orient de ne pas s'opposer aux orientations de Washington et surtout de ne pas compter sur la force militaire pour résoudre les problèmes de la région. C'est la technique et la ligne, plutôt la stratégie multilatéraliste à la Obama, pacifiste, non interventionniste. Mais n'est-ce pas, d'après vous, un avertissement? J'ai une double question par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas un avertissement en bonne et due forme adressé à Israël et entre autres à l'Arabie Saoudite? Et subséquemment, l'autre partie de ma question, c'est de vous demander si cette nouvelle alliance des accords d'Abraham entre Israël, les Émirats arabes et le Bahreïn, qui a été doublée en fait ces derniers mois, même s'il n'y a pas d'ouverture de relations officielles avec Riyad, mais de la coopération stratégique et militaire actuelle entre l'État hébreu et la monarchie saoudienne. Est-ce que d'après vous, ce bloc-là constituerait à vos yeux une alternative de défense à la fois dissuasive et efficace, notamment, et c'est ça que cette publication de ce rapport tout de même enclin à penser, notamment en cas de clash diplomatique entre Washington et Jérusalem sur le dossier du nucléaire iranien? Alors, alternative, non, mais il s'agit certes d'un atout considérable pour Israël. Il n'y a pas d'alternative à la relation israélo-américaine. Les États-Unis sont un allié de poids, d'un poids écrasant, et c'est une relation stratégique, durable, extrêmement importante. Oui, il nous reste une minute, alors essayez de... Ceci étant, il est clair que le rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes dans la région est une nouvelle donne. Un moyen de pression d'Israël sur les États-Unis pour infléchir toute décision qui serait prise quant à la menace iranienne. Le rapprochement israélo-arabe ne se fait pas uniquement autour de la problématique iranienne. Et Israël s'est rapproché de beaucoup de pays qui n'ont aucun problème avec l'Iran, notamment le Sultanat d'Oman qui a des relations privilégiées avec l'Iran, le Soudan, le Maroc, etc. Néanmoins, il n'y a pas de doute sur le fait que le rapprochement israélo-arabe est un pilier majeur
dans l'endiguement de l'expansion de l'hégémonie iranienne dans la région. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique du président Donald Trump, dont la fin de mandat a été assez agitée, c'est l'héritage positif qui demeurera de ses orientations en politique étrangère au Moyen-Orient, c'est qu'il y a maintenant un bloc de pays sunnites qu'on appelle modérés, qui aux côtés d'Israël agissent ensemble, à la fois dans la coopération et dans le développement, et aussi pour barrer la route au nucléaire iranien. Je vous remercie, Meir Masri, et puis à bientôt, j'espère, et bonne santé. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.